Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes le mardi 8 décembre 2020. Bienvenue dans À l'air libre. Au sommaire de cette édition, le réquisitoire du parquet financier dans l'affaire Bismuth. Il est en cours au moment où on enregistre. On fait le point dans un instant avec Fabrice Arfi. Notre invité ce soir est Wadi El Amamouchi, l'un des avocats du CCIF. On viendra avec lui sur la dissolution de l'association de défense des droits des musulmans par le ministre de l'Intérieur. Et puis Canal+, à fond derrière le polémiste et délinquant Éric Zemmour. David Perrotin nous raconte comment, lors d'un comité social et économique, la direction a validé les propos du polémiste sur les mineurs isolés. Bienvenue dans À l'air libre, épisode 41, saison 2. C'est une image à laquelle on ne s'habitue pas, décidément, celle d'un ancien président de la République qui franchit les portes d'un tribunal pour y être jugé, entre autres, pour corruption. C'était donc hier sur ces images Nicolas Sarkozy auditionné comme prévenu dans le procès Paul Bismuth. Il a donc pu livrer sa vérité et aujourd'hui le parquet est en train de rendre ses réquisitions. Fabrice, tu suis cette affaire avec Michel Deléan pour Mediapart. Michel est au tribunal et là on attend d'un instant à l'autre les réquisitions du parquet. Voilà, c'est-à-dire qu'au moment où on est en train de se parler, le parquet national financier, le PNF, qui, dans un procès, le parquet, c'est celui qui représente l'accusation et les intérêts de la société. C'est ça le droit pénal. Il est en train de requérir, c'est-à-dire qu'il est en train de livrer sa position sur le procès. Il n'y a pas tellement de doute sur le fait que le parquet va demander la condamnation des trois prévenus, donc Nicolas Sarkozy, son avocat, qui n'est pas là en tant qu'avocat de Nicolas Sarkozy, mais comme co-prévenu pour corruption et trafic d'influence, et un haut magistrat. Ce qu'on ne sait pas en l'état, c'est quel est ce qu'on appelle le quantum de peine, c'est-à-dire combien ils vont réclamer à l'encontre des uns et des autres. Ils risquent maximum 10 ans d'emprisonnement et 1 million d'euros d'amende. C'est ça, la corruption. Voilà, pour la corruption. Il faut lire le compte-rendu d'audience de Michel Deléan, c'est absolument savoureux. On verra ce qu'en diront les juges et ce qu'en dira le parquet de cette défense de Nicolas Sarkozy qui semblait hier découvrir la corruption. En tout cas, c'était sa ligne de défense avec cette déclaration, notamment, il n'y en a pas qu'une, mais celle-ci est assez ingénue. Je vous jure que j'étais à milieu de penser qu'on faisait quelque chose qui ne se faisait pas. C'est-à-dire que face aux preuves matérielles confondantes, la seule défense est de nier l'intention. Oui, ça ressemble à ça. C'est assez surprenant vu ce qu'est la ligne de défense jusqu'à maintenant des avocats de Nicolas Sarkozy. Là, on l'a entendu pour la première fois s'expliquer. Et c'est vrai que ça n'a pas manqué de surprendre de voir un homme qui est quand même avocat de profession, il faut le rappeler, qui a été ministre de l'Intérieur et qui a été président de la République, qui dans l'affaire Bismuth, où je le rappelle très rapidement, il est soupçonné d'avoir à main gauche obtenu des informations de manière confidentielle et illégale sur des procédures en cours par un haut magistrat, et à main droite d'avoir tout fait pour appuyer un poste qu'il demandait sous le soleil de Monaco, le dit magistrat qu'il a aidé, et entre les deux il y avait son avocat Thierry Herzog. Et le dossier il est cimenté par des écoutes où ça, c'est de la bouche du cheval comme on dit, c'est eux-mêmes qui, on les entend eux-mêmes fomenter ce que le parquet considère être un pacte de corruption. Et Nicolas Sarkozy dit alors moi c'est vrai, dans ma vie j'ai toujours donné des coups de pouce, premier élément de défense, et deuxièmement je ne savais pas que ça pouvait être illégal. Ce qui est un peu embêtant au regard du dossier, mais nous on n'est pas là pour dire s'il est coupable ou pas, mais ce qui est embêtant factuellement par rapport aux éléments du dossier, c'est que s'il n'avait pas conscience de faire quelque chose qui posait problème, alors pourquoi le faire sur une ligne dédiée, téléphonique, achetée avec une fausse adresse, sous une fausse identité, le fameux nom de Paul Bismuth? C'est pas un élément d'une grande transparence quand on fait quelque chose dont on considère que ça ne pose pas de problème au regard de la loi, de la morale ou peu importe. Dont on dit ne même pas se douter que ça peut poser problème au regard de la loi. On passe de Bismuth à la Libye, autre tempête qui menace Nicolas Sarkozy, affaire dans laquelle il a été quadruplement mis en examen, notamment pour association de malfaiteurs. Il y a notamment un document qui intéresse les juges et qu'il s'était engagé à fournir, ses agendas. Sauf que pas de bol, il ne les a finalement plus retrouvés. C'est ce que vous révélez avec Karl Lasque. Et ça nous fait un lien avec le procès Bismuth, parce que précisément les informations, parmi les informations que Nicolas Sarkozy voulait avoir d'après l'accusation, de manière secrète et illégale de la Cour de cassation et du magistrat Gilbert Azicbert qui poursuivait, c'était justement sur le devenir de ces agendas. Parce que manifestement, Nicolas Sarkozy, dont les agendas avaient été saisis dans l'affaire Bettencourt, avait peur que ces agendas puissent servir dans d'autres dossiers, notamment l'affaire Tapie ou l'affaire des financements libyens. Et voilà qu'il a été
entendu en octobre dernier par les juges de l'affaire libyenne, il leur a dit que pour démontrer sa parfaite innocence, il était évidemment prêt à fournir ses agendas pour montrer qu'il n'était pas à tel endroit, à telle date, qu'il ne fréquentait pas telle personne, etc. etc. Donc les juges lui disent parfait, vous allez nous amener vos agendas. Une audition a été prévue spécialement pour compulser les agendas, que les juges puissent garder simplement dans l'agenda ce qui intéresse l'enquête et tout ça. Et Nicolas Sarkozy, qui n'avait pas de mots assez durs pour dire à quel point il était prêt à aider la justice dans tout ça, subitement, ces fameux agendas qu'il a mis autant d'énergie à récupérer dans l'affaire Bismuth, ils ont disparu. Et son avocat a écrit au juge pour dire mon client me charge de vous dire qu'il malheureusement il n'a pas pu remettre la main sur ces fameux agendas. Donc ça ne peut que évidemment poser des nouvelles questions dans cette affaire libyenne qui ne cesse de s'alourdir au fil des semaines. Et d'ailleurs, dans cette affaire, Brice Hortefeux est en ce moment entendu par les juges d'instruction. Voilà, donc là ça commence à faire beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a une petite dizaine de jours, Claude Guéant, qui est le premier bras droit, on va dire, de Nicolas Sarkozy, qui a été mis en examen pour association de malfaiteurs lui aussi, après l'avoir été pour de nombreux autres délits, quasiment une petite dizaine, dont la corruption. Maintenant, c'est le deuxième bras droit de Nicolas Sarkozy, même son frère, il l'a appelé mon frère dans un livre en 1995. Ils sont connus adolescents, ils ne se sont jamais quittés depuis. Brice Hortefeux est actuellement dans le cabinet des juges d'instruction. Il risque lui aussi une mise en examen, mais en l'état, on ne sait pas ce qui va se passer. Et encore une fois, on n'est pas là pour qualifier pénalement les choses, mais les faits s'accumulent comme les pièces d'un puzzle dans cette affaire dont on voit bien que la marche judiciaire continue en dépit des opérations de communication de Nicolas Sarkozy de ces derniers jours qui ont surtout servi à arroser du sable médiatique, mais ça ne change rien au devenir judiciaire, de toute évidence. De toute évidence. Merci Fabrice. Merci à toi. On te lit dans Mediapart ainsi que Michel Deléan qui est donc au moment où on enregistre au tribunal pour le procès. Bismuth, celui-là. À bientôt sur ce plateau. Ce sont 4 lettres qui enflamment l'opinion. CCIF pour Collectif contre l'islamophobie en France. C'est une association qui défend les droits des musulmans en France, mais elle a été dissoute par le ministère de l'Intérieur. Pourquoi? Est-ce juste? Que devient le CCIF? On va dépassionner tout ça et examiner les faits avec l'un des avocats de l'association, Maître Wadi El Amamouchi. Bonjour. Maître Wadi El Amamouchi, bienvenue sur le plateau d'Alerte Libre. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est content de vous recevoir car depuis l'annonce de la dissolution du CCIF, silence radio du côté de la SOS qui ne s'est exprimé qu'à travers des communiqués. Pourquoi ce silence ? Écoutez, on a un petit peu, si vous voulez, maîtrisé, comme on dit, notre communication. Un certain nombre de choses se sont dites sur le CCIF, pas toujours vraies d'ailleurs, et notamment du côté du gouvernement. C'est la raison pour laquelle on a fait le choix de maîtriser notre communication et de distiller les informations, mais pour le coup, les bonnes informations, parce qu'effectivement, il y avait pas mal de fake news, entre guillemets. Alors, on va reprendre depuis le début et ça commence le 19 octobre. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, annonce sa volonté de dissoudre des associations considérées comme des ennemis de la République, dont le CCIF. Et puis nous avons décidé aussi qu'une 50aine de structures associatives, 51 exactement, verront toute la semaine un certain nombre de visites des services de l'État. Et plusieurs d'entre elles, à ma proposition, puisque le président de la République l'a demandé, se verront dissoudre au Conseil des ministres. Lesquels, par exemple? On pense au comité contre l'islamophobie. Est-ce que vous avez les moyens aujourd'hui de le dissoudre très concrètement? Moi, je le souhaite. Je le souhaite parce que c'est une association qui touche des aides d'État, des déductions fiscales, et elle dénonce l'islamophobie d'État. Je le souhaite parce que nous avons un certain nombre d'éléments qui nous permettent de penser qu'effectivement, c'est un ennemi de la République. Alors, à ce moment-là, on est 2 jours après l'attentat qui a ciblé le professeur d'histoire-géographie Samuel Paty, assassiné et décapité à cause d'un cours sur la liberté d'expression. Le processus de dissolution va prendre plusieurs semaines. Comment est-ce que vous qualifiez cette volonté de dissolution ? Très clairement, cette volonté de dissolution nous apparaît comme une instrumentalisation politique de l'opportunisme politique. Le CCIF, c'est tout simplement une association qui défend, comme vous l'avez dit initialement, le droit notamment des musulmans, mais pas que d'ailleurs, pas que des musulmans. Il arrive que le CCIF défende des personnes qui ne soient pas de confession musulmane. Et une organisation comme le Collectif contre l'islamophobie en France, qui obtient, encore une fois, des décisions de justice
devant des magistrats, validé par des magistrats, sur des faits, sur des lois, appuyées sur des lois françaises, reconnues à l'international, qui a des partenariats avec toutes les autres associations en France qui combattent pour les droits de l'homme, mais aussi reconnus à l'international, c'est extrêmement choquant que le ministre de l'Intérieur considère celle-ci comme une, si je le cite, ennemie de la République. On y voit là un opportunisme et un autoritarisme exacerbé de la part du ministre de l'Intérieur. Au cours de la procédure, l'association a annoncé s'être auto-dissoute. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ça a pu paraître à certains comme une façon, entre guillemets, de fuir ou de ne pas vouloir répondre point par point ? Alors, tout d'abord, il faut avoir à l'esprit que lorsque Gérard Darmanin désigne le collectif contre l'islamophobie en France comme, je le recite, ennemi de la République, il faut savoir que ça met en danger aussi les salariés de l'association. Et donc, pour les sécuriser, nous avons effectivement voulu nous autodissoudre pour nous relocaliser ailleurs. Par ailleurs, dans le cadre aussi de la dissolution, il faut savoir, et c'est ce qui arrive malheureusement aujourd'hui à Baraka City, il y a la possibilité donc de se voir désigner un liquidateur par l'État. Nous avons voulu maîtriser notamment nos actifs, comment dispatcher aujourd'hui nos actifs. Donc pour garder cette maîtrise, nous avons décidé de nous autodissoudre. Et puis surtout, et tout le monde l'aura compris, c'est que la reconstitution d'une association dissoute par décret en Conseil des ministres est une infraction, alors que l'autodissolution ne l'est pas. Alors, on va revenir sur l'avenir du CCIF, mais aussi de ses salariés tout à l'heure. D'abord, une question. Le CCIF ira au Conseil d'État pour contester cette dissolution. C'est ce qu'a annoncé l'autre avocat Maître du Guesgues, CCIF, mon confrère, Maître Guesgues. tout à fait. Alors, tout à fait. Comment ça va se passer ? Alors, donc nous allons bien sûr contester, donc nous sommes en train de rédiger ce recours devant le Conseil d'État. Il y aura un recours notamment déposé au nom du collectif contre l'islamophobie en France, dont mon confrère d'ailleurs Maître Guesgues s'occupera. Je m'occuperai d'une class action notamment intentée par des adhérents du collectif contre l'islamophobie en France qui ont aussi un intérêt à agir contre du coup cette dissolution. Donc nous intenterons aussi donc ce recours et nous contesterons ce décret devant le Conseil d'État. Et puis aussi, et c'est quelque part ce qu'a réussi à faire le ministre de l'Intérieur, c'est rassembler toutes les associations qui luttent pour les droits de l'homme, qui ont décidé de nous rejoindre sur ce combat. Là, je pense à l'ALDA, je pense à Amnesty International, je pense au CRAN et encore d'autres associations qui vont nous rejoindre pour nous donner de la force et venir intervenir sur ce recours et donner leur position, qui est de dire que ce qui se passe aujourd'hui de la part du gouvernement est autoritaire, voire autoritariste. Carrément, autoritaire et autoritariste. Autoritaire et autoritariste, tout à fait. Sur ce qui vous est reproché, par exemple, puisque j'ai le décret juste là, on l'a passé vraiment en revue, c'est d'avoir notamment laissé, par exemple, sur les réseaux sociaux du CCIF, des commentaires qui seraient des provocations à la haine. Pour que les choses soient bien claires, le CCIF n'a jamais été poursuivi pour provocation à la haine ou incitation à la haine, ni même de fait condamné. Tout à fait. Alors, le CCIF n'a jamais été condamné, n'a jamais même pas été poursuivi. Alors, c'est important de le dire d'un point de vue pénal. Donc. Effectivement, c'est très important à dire. C'est même le contraire. C'est généralement le CCIF qui poursuit les gens, notamment qui prononcent de telles choses, incitation à la haine, etc. J'en veux pour preuve. Et d'ailleurs, si on doit rebondir là-dessus, Éric Zemmour, multirécidiviste, qui lui a été multi-condamné, pour autant continue à officier sur la chaîne CNews, et je n'ai pas vu Gérard Darmanin demander la dissolution de CNews. Ni d'Éric Zemmour, on en parle d'ailleurs juste après avec mon confrère David Perrotin. Tout à fait. Et de la même façon, je vous le dis aussi, nous pensons fortement à intenter une action pour la dissolution de l'association Génération Identitaire, qui notamment est passée en justice très récemment, notamment des membres de cette association sont passés en justice au tribunal de Lille et des peines de prison ont été requises à leur rencontre, notamment par le parquet. Vous avez aussi certainement entendu parler de ce qui s'est passé à Avignon, donc une personne agressée, donc il se trouve être mon client, une personne agressée par quelqu'un criant le nom de Génération Identitaire, portant le blouson de Génération Identitaire et qui a fait une tentative d'homicide sur cette personne.
Et là, on ne demande pas la dissolution de Génération Identitaire de la part du pouvoir, de la part du ministère de l'Intérieur. Alors, il y a un 2 poids, 2 mesures que nous voulons absolument combattre, et nous demandons pourquoi, alors que le collectif contre l'islamophobie en France, voire même Baraka City, n'ont jamais mis les mains dans quelconque acte de violence, pourquoi ces derniers se verraient dissoudre de façon arbitraire, et alors que de l'autre côté on a une association comme Génération Identitaire où des actes de violence, tout du moins en ce qui concerne l'affaire de Lille, des peines ont été requises par le parquet, et là absolument rien de la part du gouvernement. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'on puisse reprocher au CCIF, ou en tout cas à certains d'entre eux qui ont porté la parole du CCIF, comme à un certain moment Marwan Mohamed, d'avoir peut-être laissé planer une certaine ambiguïté dans des propos ou dans des soutiens. Le soutien, par exemple, à l'association Anna Muslim, des propos peut-être maladroits sur l'attentat antisémite au musée juif de Bruxelles. Alors, non, il n'y a pas d'ambiguïté de la part des leaders du collectif contre l'islamophobie en France. Ils ont toujours été extrêmement clairs. Et quand on leur tend le micro et qu'ils ont la possibilité de s'exprimer et qu'on n'interprète pas à leur place, eh bien ils s'expriment et ils condamnent fortement les attentats ou tout acte répréhensible. Là-dessus, croyez-moi, il n'y a aucun doute, le collectif contre l'islamophobie en France se range du côté des libertés et du côté notamment de la protection des individus. Non, par exemple, sur le musée juif de Bruxelles, quand Marwan Mohamed qualifie cette tuerie antisémite d'acte de violence marginale au cours d'un billet sur le site de CCIF qui est un long développement, est-ce que le propos n'est pas de nature à, de fait, brouiller le message qui est celui de défendre les discriminations dont sont victimes les musulmans et les musulmanes? Alors, écoutez, le propos peut être pris maladroitement comme cela, mais encore une fois, je tiens à confirmer, Marwan Mohamed n'est vraiment pas sur cette position. Il l'a prouvé tout au long de ses combats. Il faut savoir qu'on a des partenaires de tous bords qui travaillent avec nous, et Marwan Mohamed, en tant que leader, a véritablement œuvré au contraire pour l'égalité des droits, pour la lutte contre toutes les discriminations, et on ne peut pas, et c'est trop facile, on pourrait le faire quasiment pour tous les politiques, picorer une phrase par-ci, picorer une phrase par-là et qualifier tel ou tel qualifier tel ou tel de réactionnaire ou je ne sais quel qualificatif. Donc encore une fois... Après, être réactionnaire n'est pas un délit. Et n'est pas un délit, mais en plus, il se trouve qu'il ne l'est pas. Donc, véritablement... Et c'est pas ce que je dis. Voilà, et c'est pas ce que vous avez dit, effectivement. Mais ce que vous voyez où ce que je veux en venir, effectivement, puisque dans le décret de dissolution, des paroles de Marwan Mohamed et d'autres personnes sont évoquées pour aboutir à la dissolution du collectif contre l'islamophobie en France. Alors, comment le CCIF envisage la suite de ses actes? Est-ce qu'il va continuer dans un autre pays comme il l'a laissé entendre, comme vous l'avez rapidement évoqué? Et si oui, pouvez-nous dire lequel? Alors, il va continuer effectivement son accompagnement des victimes, puisque aujourd'hui, quand même, il faut le rappeler, il faut raison garder, l'activité principale du collectif contre l'islamophobie en France est de mettre en relation des justiciables, notamment des victimes, avec des avocats pour un accompagnement juridique et obtenir des décisions juridictionnelles devant les tribunaux, chose que le collectif contre l'islamophobie en France fait très bien. J'irais même jusqu'à dire peut-être aujourd'hui la plus efficace des associations antiracistes aujourd'hui en France. Donc il continuera bien sûr ce travail-là. Alors effectivement, des actifs ont été transférés à l'étranger, mais je ne peux pas vous en dire plus malheureusement. Pourquoi vous ne pouvez pas nous en dire plus? On a envie de savoir où il va être, le CCIF. Écoutez, le CCIF va lutter effectivement contre l'islamophobie au niveau européen. D'ailleurs, vous avez pu constater qu'on a ce débat franco-français, mais vous avez aussi à l'international qui sont venus regarder ce qui se passe en France, et notamment les anglo-saxons, qui sont venus dire il y a un problème en France, le collectif contre l'islamophobie en France est une association tout à fait légitime et les musulmans ont des droits et ont le droit effectivement d'aller devant les tribunaux pour les faire respecter. Donc voilà, nous allons rester en Europe bien sûr, mais il y a puisque vous le savez aussi le CAIR, l'association CAIR a proposé. Voilà. Donc cette association américaine qui défend les droits des musulmans offre bureau et assistance matérielle au CCIF, et ça se trouve à Washington. Ça, c'est pas vraiment une piste qui est explorée à ce stade. Alors écoutez, en tout cas, nous remercions CAIR de cette proposition, mais effectivement la piste qui est privilégiée aujourd'hui serait plutôt dans un pays européen. Si vous pouvez pas le dire, c'est une question de
sécurité des salariés? Est-ce qu'il y a des menaces qui pèsent sur le CCIF, qui ont été proférées à l'encontre du CCIF? Il y a effectivement des choses qui se sont passées. Enfin, je veux dire, on a clairement montré du doigt le collectif contre l'islamophobie en France en disant que ce sont des ennemis de la République. Les salariés se sont effectivement sentis en danger. Il y a eu des choses, des appels, etc., qui ont été assez menaçantes à l'encontre des salariés. Et pour protéger ces derniers, nous avons décidé de dispatcher, et aussi pour protéger nos actifs et éviter d'avoir ce qui se passe pour Baraka City. Qu'est-ce qu'ils deviennent les salariés de l'association, justement? Ils étaient entre 5 et 10, c'est ça à peu près? Tout à fait. Voilà. Qu'est-ce qu'ils deviennent ces salariés aujourd'hui? Ils sont en période, effectivement, pour l'instant, en période de transition, puisque effectivement, il faut que tout ça puisse se mettre en place. Mais ils continuent à être rémunérés. Bon, nous avons toute la logistique financière, etc., est assurée. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pris les devants. Un liquidateur a été nommé, qui est le président de l'association, et qui continue à gérer tout cela. Le CCIF a donc été soutenu par diverses organisations. Pour n'en citer que quelques-unes, il y a eu Human Rights Watch, Amnesty, donc le CAIR aux États-Unis offre de l'aide. Est-ce qu'il y a eu des soutiens politiques? Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça soutien politique, mais vous savez, à cette période, j'ai presque envie de dire un petit peu sombre, où certains ont instrumentalisé l'acte grave qui s'est passé. Encore une fois, le CCIF, sur cette position là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté, condamne l'attentat, l'acte terroriste qu'a subi le professeur Samuel Paty. Mais il y a des périodes où être courageux, c'est plus difficile. Donc, une grande partie je dirais de la droite, de l'extrême droite, voire d'une partie de la gauche, a foncé bille en tête effectivement sur le collectif contre l'islamophobie en France. Mais il n'en reste pas moins que nous avons noté des gens courageux, des soutiens, des gens qui se sont prononcés. Nous, on ne demande pas à ce qu'ils viennent intervenir avec nous devant les tribunaux, mais tout du moins qu'ils reconnaissent tout simplement les faits, qui s'appuient sur les faits, qui disent si effectivement cette décision peut paraître arbitraire ou pas. Et on a pu voir que des politiques se posaient des questions. Alors ça va plutôt effectivement du côté des Verts, du côté de l'extrême gauche, du côté de la gauche de M. Mélenchon, etc. Des gens qui, il faut le reconnaître, ont pris des positions courageuses. D'ailleurs, pour ne rien vous cacher, beaucoup de musulmans ont été un peu surpris, voire choqués de la position du président Macron, parce que il ne nous a pas vraiment habitués à ça, durant notamment, si vous vous souvenez, la campagne présidentielle, il s'était quasiment positionné en tant que, sur ces sujets, tout du moins, anti-valsiste, l'exact contraire de Manuel Valls, celui qui voulait rendre gorge, si vous vous souvenez bien. Donc Emmanuel Macron avait pris plutôt un parti, j'ai envie de dire, presque apaisant. Et aujourd'hui, beaucoup de musulmans ne comprennent pas ce retournement. On peut comprendre effectivement qu'il y ait un débat suite à l'attentat qu'a subi le professeur Samuel Paty, mais de là à faire de tels amalgames et à s'en prendre à des associations comme Baraka City ou collectif contre l'islamophobie en France, qui, encore une fois, je le rappelle, lorsque vous faites des sondages sur quelle est l'association la plus représentative pour les musulmans de France, ils vous répondent le CCIF. Ils ne vous répondent pas le CFCM ou une autre association. C'est le CCIF. Et c'est cette organisation avec laquelle on ne veut pas débattre, et je pense que c'est préjudiciable et dommageable. Merci Maître Wadi El Mamouchi, vous êtes l'un des avocats du CCIF. Merci d'être passé par À l'air libre, et peut-être qu'on aura des nouvelles bientôt de ce nouveau siège de l'organisation. Merci et à bientôt. Au revoir. C'est une personnalité publique condamnée plusieurs fois et qui, elle, n'a pas été dissoute. Éric Zemmour, condamné pour provocation à la discrimination raciale, à la haine religieuse envers les musulmans. Et pourtant, le polémiste officie toujours sur CNews et ce n'est pas prêt de finir. Salut David. Salut. Bienvenue d'ailleurs à Mediapart et sur le plateau d'À l'air libre. C'est ton deuxième jour au journal. Alors, je dis que ce n'est pas prêt de finir parce que tu révèles des documents dans lesquels la direction de Canal+ soutient plus que jamais Éric Zemmour, notamment après ses propos sur les mineurs isolés. Il faut que ces jeunes, comme le reste de l'immigration, ne viennent plus tous. Pas tous. Tous, Christine, tous. Pourquoi ? Mais parce qu'ils n'ont rien à faire ici, je vous le répète. Et s'ils sont souffrants ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Il faut les renvoyer. Attendez, il ne faut même pas qu'ils viennent. Alors, ces propos ont fait l'ouverture d'une enquête par le parquet de Paris pour provocation à la haine raciale et injures publiques racistes. Et pourtant, David, ça ne pose aucun problème à la direction, bien au contraire. C'est ça, en fait, on révèle un
un procès-verbal du comité social et économique qui s'est réuni le 7 octobre. Donc en fait, quelques jours après l'attentat devant les anciens locaux de Charlie Hebdo et quelques jours après les propos tenus par Zemmour. Et là, en fait, on voit que c'est une réunion assez vive parce que le directeur général, Franck Cadoret, le directeur général du groupe Canal+, est interrogé par des syndicalistes sur est-ce qu'on va laisser pendant encore longtemps Éric Zemmour tenir ce genre de propos. Et on voit qu'il défend Zemmour, il défend son embauche, mais il va beaucoup plus loin parce qu'il partage et défend les thèses d'Éric Zemmour lors de cette réunion. On peut regarder peut-être le procès verbal, on en a gardé quelques extraits, voilà, il va s'afficher, donc 7 octobre 2020. Et voilà, donc alors d'une part, la ligne éditoriale de CNews est variée et fait appel à des personnes de gauche et des personnes qui défendent la nation comme Éric Zemmour. Franck Cadoret explique qu'il ne voit pas en quoi les propos sont racistes. Et puis il développe aussi tout un raisonnement sur le papa de ce jeune homme qui est au Pakistan, qui n'est pas un état de guerre. Les mineurs isolés sont acceptés lorsqu'ils viennent d'un pays en guerre tel que la Syrie. Voilà, et puis il conclut d'ailleurs en disant, Franck Cadoret, qu'il n'aurait pas fallu accepter cette personne pakistanaise qui a découpé en morceaux 3 petits points. Et là, il fait référence au jeune homme qui est allé commettre un attentat devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Oui, c'est ça, c'est que, pour résumer, le directeur général du groupe Canal+, estime que Éric Zemmour n'est pas raciste, qu'il n'est pas d'extrême droite, que c'est un homme brillant, et alors qu'il y a eu beaucoup de plaintes qui ont été déposées après les propos d'Éric Zemmour, il y a eu une enquête ouverte par le parquet de Paris, et la direction générale du Canal+, elle, estime, avant même l'issue de ces enquêtes, qu'il n'y a rien de raciste. Qu'il n'y a rien de raciste, bien au contraire. Est-ce que c'est la première fois que Zemmour est soutenu comme ça par la chaîne, puisque c'est pas son premier débordement? Alors, c'est pas la première fois que le groupe Canal+ réagit ou la direction de CNews, mais jusqu'à présent, il y avait un élément de langage qui était sans cesse repris, c'est de dire CNews, c'est la chaîne de toutes les opinions, donc on met en avant la liberté d'expression et la liberté d'opinion. C'était le seul argument qui était avancé par les différents directeurs. Là, c'est la première fois qu'on a la direction du groupe Canal qui va beaucoup plus loin en justifiant, en soutenant les thèses d'Éric Zemmour, en défendant sa place, mais aussi ses idées. Et comment est-ce que les salariés ou les représentants du personnel ont réagi en interne ? Alors en interne, ils relatent une réunion où ils disent avoir été choqués, surpris. Il y a aussi une certaine peur qui se développe au sein du groupe Canal+, parce que même des syndicalistes protégés ont refusé de me parler en on, à visage découvert. Et après, il y a aussi, ils se disent surpris parce qu'ils s'attendaient vraiment à une position de la direction assez lisse, politiquement correcte, en disant voilà, c'est une liberté d'opinion. Et en fait, là où ils se disent surpris, c'est que c'est le procès-verbal qu'on révèle, il n'a pas été amendé par la direction, qui aurait très bien pu ajouter un correctif en disant ce sont les opinions personnelles du directeur général, ça ne reflète pas la position du groupe. Il n'a pas été amendé, au contraire, il a été validé tel quel. Donc ils estiment que c'est la position officielle du groupe Canal+, et là, ils ne s'attendaient vraiment pas à ça. Alors l'ironie du sort, c'est que Éric Zemmour avait été licencié d'ITélé pour ce genre de propos, qu'il avait obtenu des dommages et intérêts au prud'homme et qu'il a réussi à se faire réengager par Canal+ pour tenir le même genre de propos. Merci David, on lit ton enquête dès ce soir donc dans Mediapart et bienvenue à nouveau. Merci beaucoup. Tout de suite le 24 heures. Petit résumé de ce que vous pouvez lire sur Mediapart ces dernières 24 heures. Joseph Confavreux publie le 4e épisode de sa série reportage sur la vie en réanimation au temps du coronavirus. Dans cet épisode, il explique comment le virus a chamboulé la prise en charge des familles et les pratiques des soignants dans les services de réanimation. De son côté, Laurent Mauduit propose une plongée dans la grande loi sur la presse, celle de 1881, en particulier les débats qui ont eu lieu à l'époque à la Chambre des députés, très éclairants, alors que le gouvernement semble vouloir torpiller certains fondements de ce texte essentiel à la démocratie. Et on signale aussi dans le Club le 3e épisode de la série de podcasts initiée par Lutte, le labo des initiatives citoyennes, intitulé Ennemis intérieurs. Cette série porte sur les centres de rétention administrative, des outils de l'ordre sécuritaire selon le sociologue et militant Mathieu Rigouste. Le Club en accès libre, tout comme cette émission, mais le reste de nos enquêtes et reportages et analyses est réservé à nos abonnés. Donc si vous le pouvez, n'hésitez pas, abonnez-vous. Nous ne vivons que grâce à nos abonnements. À l'air libre, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Salut!